L'État profond en panique totale. Après la déconvenue de Joe Biden et suite à son débat, on va dire peut-être raté, selon les retours, on va dire. Et donc, le système qui est en panique, ou l'État profond, ou ceux qui sont derrière, on va dire, c'est la une du Time, célèbre magazine, élu et écouté dans le monde entier. Et donc voilà, la déconvenue qui fait paniquer un peu les Américains. Et Joe Biden qui est en grosse difficulté. Et là, le verdict est sans appel d'après un neurologue qui démolit Joe Biden et qui dit qu'il est hypophonique, hypomimique, bradyphrénique. Donc en un mot complet, il est complètement à l'ouest. Voilà l'avis d'un neurologue, ce monsieur-là en blouse blanche que vous voyez. Donc voilà, la performance qu'il a eue au débat est un désastre total. Est-ce qu'on peut sérieusement le laisser diriger quoi que ce soit? Vous savez, il y a eu un débat entre Biden et Trump d'1h30, un peu plus. Et voilà, au bout de 10 minutes, Biden commençait déjà à bégayer. Il avait des pertes, des trous de mémoire, des choses comme ça. Il était un peu dépassé. Et donc, voilà, ça occupe tous les esprits là-bas, outre-Manche, aux États-Unis. Et donc, à côté de ça, vous avez Trump ici, qui est arrivé en Virginie, dans un État des États-Unis. Et regardez la réception pour Donald Trump. Voilà, une foule immense dans tous les endroits où il part, c'est full. Et c'est pas le cas de Joe Biden. Donc, est-ce que Trump a déjà gagné? En tout cas, il semble bien parti. Là, voilà, Trump dit que voilà, toutes ces persécutions ont eu lieu uniquement parce que voilà, il est candidat à la présidentielle, tout ça. Voilà, il a déclaré pas mal de choses, on va pas revenir dessus, mais il est voilà, dans les sondages, chaque jour qui passe, il creuse l'écart. Il est en train vraiment de distancer Biden. Et on peut déjà commencer même à voir maintenant comment, ou à essayer d'anticiper une victoire de Trump, même pour les marchés, pour tout ça. Donc, moi, ce que je sais, c'est que ça a l'air d'être très bon pour la crypto et pour la finance même. Donc, bon, et même pour le monde entier, il y aura moins de guerres, je pense, tout ça. Donc, pour moi, en tout cas, je pense que les marchés vont apprécier la victoire de Trump. Maintenant, il y a quelqu'un qui pourrait même être encore plus apprécié pour la crypto et pour même la finance. Robert Francis Kennedy Jr., donc le fils de l'ex-président Kennedy assassiné. Donc là, ici, qui serait prêt, lui, parce qu'on parle déjà de remplacement de Joe Biden, eh bien lui, il serait prêt, parce que lui, à la base, c'est un candidat démocrate, donc du camp à Biden. Mais il s'est mis sous bannière neutre, puisqu'il reconnaît plus les démocrates. Il pense que tous les démocrates sont un peu corrompus, et voilà, l'état profond, enfin voilà. Et lui, il veut pas être mêlé à tout ça. Et donc, il s'était retiré. Et il était comme candidat indépendant. Pas démocrate ni républicain. Mais là, il voit peut-être une chance. Parce que l'Amérique cherche un remplaçant à Joe Biden. Et lui, peut-être qu'il va se dire, bon, bah, je reviens en tant que candidat démocrate, vu que c'était le troisième homme. Donc voilà, il est prêt. Et lui, pour le coup, il dit beaucoup de vérité, hein. Pour moi, en tout cas, dans ce que je lis ou j'écoute de ce qu'il dit, lui, il est pour moi même mieux que Trump, hein. Il a moins d'affaires que Trump sur le dos. Il a plus de vérité, je trouve, dans son programme. C'est des choses qui vont vraiment dans le sens que de moi-même, ma vision, ou de ce que je vois du monde. On est à peu près sur la même vision, hein. Il est très pro-crypto, anti-mondialisation, enfin, anti-guerre, voilà, encore plus loin que Donald Trump. Donc on verra. On verra pour Robert Francis Kennedy. En tout cas, les Américains qui doivent faire le bon choix, on va dire, puisque le dollar est en difficulté et la chute du dollar est imminente, d'après Pepe Escobar. Donc voilà, il dit que la Russie, la Chine, avec l'appui de l'Arabie Saoudite, construisent un nouveau système de paiement transfrontalier. Donc vous savez que la future monnaie des BRICS, l'alliance là, de ces pays, basée sur une crypto-monnaie qui servira de bridge imperméable et voilà, à l'ingérence étrangère. Donc là, ce qu'on voit, c'est une réorganisation géoéconomique qui est en marche pour un monde multipolaire. Donc voilà, l'alliance Chine, Arabie Saoudite, Russie, l'alliance des BRICS est en marche. Et là, voilà.
Il y a une révolution économique, donc les BRICS qui pourraient bientôt dominer le monde, d'après Yves Pozzo di Borgo. Voilà, le pétrole saoudien ne sera plus payé en dollars. Les États-Unis doivent 54 milliards de dollars au monde. Et voilà. Et pourtant, les gens continuent d'acheter le trésor américain. Donc pour l'instant, ça se passe bien pour les Américains. Les gens continuent à acheter leurs bons du trésor. Mais voilà, les BRICS représentent déjà 37%, un bon quart, voire presque la moitié. Les BRICS qui vont encore s'agrandir, pourraient prendre la place, hein, de domination devant les États-Unis, tout ça. Donc ça arrive petit à petit, le dollar qui s'effrite. Attention à la puissance américaine qui s'estompe. C'est pour ça que un retour de Trump pourrait freiner tout cela. Et même de Robert Kennedy. Donc voilà, en laissant Biden qui est fragile, les États-Unis s'effondrent. Donc on verra ça. Ici, vous voyez que même la Turquie déclare: nous aimerions devenir membre des BRICS. Donc voyons ce que nous pouvons réaliser. Je rappelle que la Turquie est en passe presque normalement d'être dans l'Union européenne. Et apparemment, la Turquie il y aura un sommet là qui aura lieu en Russie pour annoncer peut-être que la Turquie rentrera dans les BRICS. Et ça, c'est quelque chose de très puissant pour les BRICS. Parce que la Turquie, stratégiquement, et même au vu de la position de la Turquie, hein, qui est au centre, hein, du Moyen-Orient, tout ça, qui est entre l'Europe, un peu qui est bien vu de l'Europe, de la Russie, de l'Afrique, voilà, du Moyen-Orient, ce serait une vraie puissance qui rentrerait au sein des BRICS là, avec la Turquie. Et là, voilà, elle ne devrait pas rejoindre l'Europe et pourrait quitter même l'OTAN. Donc là, voilà, la Turquie qui est membre de l'OTAN, qui fait partie et qui est en passe de rentrer dans l'Union européenne, et bien là, finalement, elle changerait de camp et elle irait chez les BRICS. Donc là, ça serait un gros tournant mondial. Donc ça, c'est quelque chose, une adhésion à surveiller de près. Maintenant, faut pas couler les États-Unis tout de suite, hein. Voilà, les États-Unis, c'est la puissance financière mondiale. Enfin, c'est eux qui gèrent le monde économiquement, financièrement. On connaît, hein, les superbes entreprises, les GAFAM, les 7 magnifiques des États-Unis. Ici, on voit, hein, les US représentent 75% de la capitalisation des 100 plus grandes entreprises cotées du monde. Donc 75%, hein, des 100 entreprises les plus cotées. Donc c'est plus de la moitié. C'est quasiment le monde entier. Il possède quasiment... Toutes les entreprises, les meilleures entreprises du monde sont quasiment américaines. Pour la plupart. C'est 75%. On en a quelques chinoises, un tout petit peu européennes. Mais la globalité ici, vous voyez, hein, loin devant, c'est les États-Unis. Donc, c'est un peu les États-Unis quand même qui lead le monde à travers leurs entreprises. On est tous consommateurs de leurs entreprises. YouTube, Instagram, les réseaux sociaux, tout ça, ça appartient à Meta. Voilà, on utilise tous WhatsApp, Google Maps, on est drainé par ça. Les autres États, bon, là, des membres des BRICS, limitent cela, hein. La Chine, la Russie, tout ça, restreignent cela pour leur sécurité nationale. Mais l'Occident est complètement arrosé du savoir-faire américain et on est dépendant complètement de ça. Et les États-Unis dominent quand même dans le monde entier, hein. Même les autres États, même en Asie quand même, ils utilisent beaucoup, même si la Chine a coupé ça. Au Japon, c'est à fond. Vous avez toute l'Amérique latine, donc voilà, l'Australie, tout ça. Et une bonne partie, hein, de l'Afrique qui utilise un peu. Donc voilà, c'est une domination sans pareil américaine. Donc il faudra, ça va pas être demain en fait que les États-Unis vont sombrer. Et donc regardez, hein, là le premier semestre est passé. Donc pour le premier semestre de l'année 2024. Et le bilan qu'on peut tirer, c'est que voilà, les marchés sont globalement dans le vert. Et voilà, pour la bourse US en tout cas, c'est très très positif. Pour le CAC 40 et le marché européen, ça s'est effrité, c'est un peu rechuté. Surtout à cause des législatives en France, là, les élections qui vont occuper l'actualité pour dimanche. Aujourd'hui, hein, il est minuit 6 là, à l'heure où j'enregistre. Donc aujourd'hui, ça va occuper l'actualité. La plupart des gens vont regarder cette vidéo aujourd'hui. Donc, et là, ça a fait chuter le CAC 40, les marchés européens et le marché français. Mais par contre, aux États-Unis,
grâce à Nvidia, grâce à l'intelligence artificielle, qui est la nouvelle révolution, hein, eh bien, les actions ont été poussées à la hausse. Et là, on a du vert, en tout cas. Et globalement, sur la bourse et les marchés, de manière générale, sur le temps, ça monte, hein. Donc, sur le temps, et si on prend large, en général, il n'y a que du vert. Donc voilà, maintenant Warren Buffett, la légende, le meilleur, considéré comme le meilleur investisseur de l'histoire. Voilà, c'est le boss des investisseurs, Warren Buffett. Eh bien oui, il a 93 ans, donc il est proche de la fin, hein, malheureusement. Et lui, il va donner finalement, il va même plus, il donnait beaucoup pour la fondation Bill et Melinda Gates, comme c'est un grand ami quand même de Bill Gates. Mais là, il annonce, hein, pour sa fortune et l'héritage qu'il va laisser, et ben, il va les donner à ses enfants. Ses enfants, voilà, qui ont des fondations, tout ça. Donc quand on parle enfants, ces enfants ne sont plus enfants, hein. Vous voyez, lui, il est très âgé, 93 ans. Ses enfants sont peut-être même déjà retraités, ou je sais pas, hein, ont peut-être 60 ans ou plus. Donc voilà. Mais c'est à eux que va être légué bah, toute sa fortune. Et il a dit qu'il a complètement confiance en eux, tout ça. Donc voilà, quelqu'un, Warren Buffett, qui a utilisé, qui est un exemple, hein, en tant qu'investisseur, il a utilisé la technique pour devenir riche en bourse, en investissement, les intérêts composés. C'est ça qui a fait exploser sa fortune, et c'est comme ça qu'on peut devenir riche. Un exemple, en fait, Warren Buffett, c'est un exemple de patience et pour holder, en fait. Certains veulent devenir riches, ça marche pas de devenir riche rapidement, de spéculer, de faire du trading. C'est sur le court terme, vous pouvez gagner, mais sur le moyen long terme, c'est vous brûlez les ailes, vous perdez. C'est l'exemple, Warren Buffett, c'est l'exemple typique de conserver et d'être passif et surtout d'être patient. Et là, voilà, avec les intérêts, les gains que vous allez faire sur le temps, qui vont s'accumuler, les intérêts sur les intérêts, ce qui vont créer la fortune, vont créer l'explosion au bout d'un moment. Mais pour ça, en fait, il faut conserver sa position. Mais en gros, qu'est-ce que vous faites par là? En fait, en gros, vous allez laisser votre argent à l'actif en question, à une entreprise ou des choses comme ça, et eux, ils vont apporter de la valeur et vous allez être récompensé. En gros, derrière, en fait, vous contribuez réellement à apporter de la valeur en ne touchant pas à votre investissement. C'est de là que, en gros, en vrai, vous participez à apporter de la valeur et c'est de là que votre fortune se crée. Mais voilà. Mais en tout cas, patience dans le monde de l'investissement. Ne pas toucher et être là à changer de crypto toutes les 2, 3 semaines, voilà, être toujours sur une nouvelle crypto. En fait, là, vous cassez les intérêts composés. Et là, vous ne pouvez pas devenir riche, en fait. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, dans le reste des actualités, surtout bon, sud-américain cette fois, le général bolivien, ici, là, qui a mené le putsch, en fait, la tentative, on va dire, de coup d'État contre le président bolivien, eh bien, il a eu sa condamnation, il a été condamné à 6 mois de détention. Moi, ça m'a étonné quand j'ai vu ça. Seulement 6 mois pour la tentative de coup d'État. Bon, ça me paraît surprenant. Je pensais que lui, il aurait pris une peine très chère. Mais bon, il a 6 mois de détention. Bon, on va voir. Bon, c'est quelqu'un qui a été au service, hein, de l'État bolivien. Mais quand même, 6 mois, ça me paraît peu face au coup d'État qu'il a fait. Donc voilà, on passe en Europe. Et l'Europe, voilà, toujours des affaires de corruption. Ici, là, vous voyez cette dame, la première ministre estonienne, qui est au cœur d'un scandale avec son mari qui est toujours dans des affaires avec la Russie, tout ça. Donc voilà, beaucoup de corruption. Voilà, on connaît Ursula von der Leyen, c'est la reine, hein, de la corruption. Là, ça bouge pas. Avec Pfizer, avec toutes ces histoires. Donc voilà. En tout cas, en Europe, et c'est surtout en France que l'actualité est forte, puisque l'élection française, les législatives, c'est ça qui va occuper même la journée là d'aujourd'hui, on peut dire de dimanche. Là, voilà, quand on dit une panique du système et de l'état profond, ça équivaut même en France, puisque l'état profond a gangréné la France avec Macron. Et donc, Macron aussi est en panique et voilà, l'état profond en général même a peur même d'une arrivée au pouvoir de ce qu'on dirait l'extrême droite ou de la droite plus dure, on va dire. Et donc,
Ici, voilà, là ça fait la une hein, de la CNBC, même les États-Unis hein, couvrent cette actualité. Voilà, ils parlent de voilà l'élection française a le potentiel d'ébranler même les actions européennes, selon le stratège de Citi, une banque, la Citibank. Donc voilà, hein, là même ça va impacter même la finance. Hein. Donc le Rassemblement national, le front de droite là, est plus que jamais proche d'une majorité. Donc toutes les questions sont autour de ça. Est-ce que le Rassemblement national va avoir la majorité ou pas? Certains disent que non, que ça va être un peu trop juste. D'autres disent qu'ils vont avoir la majorité. Ça va être la question de demain. Et donc, voilà, selon les votes, à chacun, tout le monde d'aller voter. Je vais aller voter. À chacun de voir qui voilà, va si voilà, si il va y avoir une majorité. Donc, en tout cas, Bardella est selon un baromètre, hein, mais bon, vous le savez, les sondages, hein, mais selon un baromètre de confiance des personnalités politiques, Bardella figure en tête maintenant, avec 40% des voix, devant Édouard Philippe, 39%, et Marine Le Pen, 37%. Donc Bardella est la personnalité politique apparemment préférée, ou en tout cas maintenant des Français selon un sondage. Donc apparemment il serait très bien vu pour le moment. Donc moi j'ai un avis plutôt mitigé. Moi je pense que le Front National, le Rassemblement National va être une arnaque à du même style que Meloni en Italie. Donc beaucoup de promesses, mais en fait pour pas grand-chose. Ça fait longtemps hein, que le Rassemblement National ont des députés hein, européens, des membres qui siègent à l'Assemblée nationale, mais il ne se passe pas grand-chose. J'ai l'impression que c'est une fausse opposition. Donc c'est pas trop mon parti de base. Voilà. Maintenant, pour gêner Macron, peut-être que c'est eux la solution. Peut-être, mais voilà, moi, voilà, je suis plus du camp souverainiste ou de la sortie même de l'Union Européenne, de l'OTAN, tout ça. Donc moi, je supporte plutôt François Asselineau dans mes... Voilà, mais il est trop censuré, il est trop caché, il fait que 1% des voix, donc il sera jamais voilà, à la tête. Mais voilà, en attendant, le Rassemblement National qui peut faire bouger les lignes, à voir en tout cas. Donc maintenant, il y a un front qui s'est organisé face à eux, le Front Populaire de la gauche. On verra selon les votes ce que ça va donner. Et donc ici, on voit Macron qui envisagerait déjà une nouvelle dissolution selon des proches du président de la République. Donc Macron qui va peut-être être obligé, si le RN, le camp à Bardella, le camp à Marine Le Pen, obtient la majorité absolue, Macron sera un peu dans l'obligation de nommer Bardella. Bon, il n'est pas obligé, mais il sera un peu ça par défaut, hein, il sera obligé de le faire quasiment, et nommer Bardella Premier ministre. Et il envisage déjà de peut-être dissoudre une nouvelle fois, parce que ça lui sort par les yeux de voir Bardella Premier ministre. En fait, Bardella va trop le déranger, et en fait, il pourrait à nouveau dissoudre et invoquer encore des élections législatives pour choisir encore un ministre. Donc, histoire de foutre le bordel encore. Parce que pour lui, il ne se voit pas garder Bardella 3 ans jusqu'aux prochaines élections à Matignon en tant que Premier ministre. Donc on verra ça. Donc apparemment il a les pouvoirs de le faire. Et là même en Italie, là tout le monde entier hein, regarde ces élections. Et là Matteo Salvini, qui un des leaders de droite là, c'est un peu le même, c'est un peu le Marine Le Pen de l'Italie un peu. Et voilà, là, il est très excité hein, par les élections législatives en France. Et il dit, voilà, vive Jordan Bardella, vive Marine Le Pen, vive le Rassemblement national. Donc Matteo Salvini qui souhaite qu'une leçon de démocratie soit donnée à Emmanuel Macron lors des législatives de demain, des votes. Donc, bon, à voir en tout cas ce que ça va donner. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ici, ce qu'on voit, plus de 2,6 millions de procurations. Donc les procurations, c'est quand on ne peut pas aller directement voter. On demande une procuration pour qu'on aille voter à notre place. Là, on a quand même 2,6 millions. Donc c'est 4 fois plus qu'en 2022, qu'aux dernières élections. C'est voilà, ça n'inquiète personne. Ça pue la fraude, tout ça, à plein nez. C'est vrai que c'est bizarre, hein, quand même. Suspicion de fraude, donc aux procurations, ils viennent au domicile de personnes âgées, un phénomène inédit et illégal. Donc, regardez, beaucoup vont au chevet des personnes âgées pour voter, voilà, pour dire qu'ils vont peut-être voter à leur place, tout ça.
ça me paraît bizarre. En tout cas, voilà, hein, ça fait partie du jeu. On verra les votes. En tout cas, voilà, 2,124 millions, ou là, on est même à 2,6 millions. Donc, on a dépassé ça 5 fois plus qu'en 2022. Bon, à voir en tout cas ce que ça va donner. Maintenant, voilà, le RN n'a pas quand même le RN, ou le parti là, c'est le parti quand même de Marine Le Pen, fait très peur, en tout cas, ou toujours aussi peur. Pour moi, bon, ça fait quand même 8 élections, quand même, qu'on met le Rassemblement National, les Le Pen, on va dire, face au pouvoir, ou face à la majorité, ou face à ceux que l'État profond, le système veulent faire élire. Et à chaque fois, ça fonctionne. À chaque fois, c'est... Voilà. Et là, une nouvelle fois, on entend encore l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Voilà, ça fait... Mais par contre, ce que j'ai remarqué dans les tendances, c'est que les gens en ont marre de ce discours et ça fait de... L'extrême droite ou le camp de Marine Le Pen fait de moins en moins peur. Je commence à avoir des discours ou entendre des discours comme quoi, ça y est, on en a marre d'entendre l'extrême droite, ou allez, il faut tenter Marine Le Pen, ou il faut essayer à voir en tout cas à chacun. C'est sûr que ça fait encore beaucoup ça fait peur beaucoup. Et il y a beaucoup qui voient ici là, une catastrophe et beaucoup de manifestations. Ici par exemple, on a le magasin Zara là, situé sur la rue de Rivoli, là en plein cœur de Paris, qui a pris des mesures en fait de précaution en installant des barricades, hein, probablement en prévision à des potentielles manifestations qui pourraient survenir après les élections, et donc après une large victoire du Rassemblement national. Parce que tout le monde sait que certainement le Rassemblement national va dominer, hein, ces élections et va gagner. Mais maintenant, ça a combien de pourcents? Et est-ce que c'est assez pour mettre Bardella à Matignon en tant que Premier ministre? En tout cas, beaucoup craignent une rage du peuple face à la victoire de Bardella, et des cassures, voilà, de fouteurs de troupes de l'extrême gauche, tout ça, ou voilà, du Front populaire. Donc, ça promet, en tout cas d'ici demain soir, ça promet d'avoir de la casse, peut-être. Donc, on va voir comment les réactions qu'ils vont avoir. Donc, voilà par rapport à ça. Dernière actualité avant de passer aux crypto, juste là ce qui se passe, l'Iran, là, Iran et Israël, tout ça. Donc vous savez que Israël là est proche d'un conflit au Liban, et l'Iran qui menace, hein, l'Iran qui avertit Israël d'une guerre d'anéantissement. Ils seront prêts à anéantir Israël si Israël se lance dans une agression militaire à grande échelle au Liban. Donc voilà, Israël qui veut combattre le Hezbollah, ce groupe-là militaire au Liban, là. Et donc, l'Iran qui menace l'Israël si jamais ils attaquent. Donc voilà, les tensions sont vives et c'est pas prêt de s'atténuer. Bon, on verra ce que ça donne. Passons aux cryptos. Le blues du Bitcoin pourrait se prolonger jusqu'en juillet. Donc le blues du Bitcoin, c'est quoi? C'est que le Bitcoin range, et le Bitcoin est en difficulté et a du mal à aller au-delà des 70 000. Le Bitcoin, là, est à la limite des 60K et bataille, hein, pour rester au-dessus des 60 000. Bon, et apparemment, ce blues pourrait aller au-delà de juillet et continuer. Maintenant, c'est vrai qu'il faut un catalyseur, hein, sur le Bitcoin. Il n'y a pas tellement de catalyseurs. Maintenant, il y a des déclarations comme ici, celle de Robert Kiyosaki, qui qualifie le Bitcoin d'investissement fast-track, d'un investissement accéléré. Donc lui, il dit que le Bitcoin va tellement s'apprécier rapidement, parce qu'il va tellement y avoir une demande forte de Bitcoin, que c'est un investissement qui va accroître notre richesse rapidement. Donc ça fait plaisir, hein, venant d'un homme qui a écrit, je rappelle, le livre Père riche, Père pauvre. C'est le livre qui vous fait changer d'état d'esprit par rapport à comment devenir riche, tout ça. Il vous apprend le fait d'acheter des actifs ou des passifs. C'est le secret pour devenir riche. Donc, c'est l'auteur du plus grand livre, hein, de développement personnel, Père riche, Père pauvre, donc de Robert Kiyosaki. Et donc, voilà. Et Robert Kiyosaki, donc, qui conseille, hein, de vite acheter du Bitcoin, tout comme de l'or pour la protection, mais aussi du lithium. Le lithium qui est utilisé pour les véhicules électriques, tout ça. Donc pour lui, ces trois matières premières, on va dire, ou ces trois actifs-là, sont la devise de Kiyosaki, sont ce qui va vous enrichir à l'avenir, ou ce qui va vous protéger, en tout cas, de la dévaluation de la monnaie et des crashs de la finance, en fait. Donc, à voir. Et en tout cas, moi, c'est trois actifs que j'apprécie, surtout le Bitcoin. J'investis pas dans l'or. Mais le lithium, je pourrais prendre un ETF peut-être sur le lithium. Il faut que j'observe tout ça. Donc voilà.
Maintenant, au niveau des prix du crypto, on voit que ça se rapproche un peu du même cycle qu'on a eu en 2017. Et voilà, après le halving, et on a eu voilà, un peu de flottement et l'explosion après. Il semblerait qu'on fasse la même chose, hein. Donc, on va voir. Il semblerait qu'on soit plus très loin d'aller à la hausse. Mais là, sur ce chart, on voit bien que là, on va continuer à baisser, hein, ici, là, avant de se stabiliser et aller. Peut-être qu'on va même baisser à 50 000 et remonter. Moi, comme je voulais annoncer, moi, je me mouille toujours, hein, au niveau des tendances, tout ça. J'aime bien, je préfère que ne pas donner d'avis. Après, bien sûr que je peux me tromper, hein, mais j'aime bien donner au moins une tendance, quitte à me tromper et ne pas être là, voilà. Et par contre, que même si j'ai raison, je vais pas venir après. Vous avez vu, j'avais raison. Je dirais que je l'avais annoncé, certes, mais je vais pas dire que ah, j'avais raison quand j'aurais tort. Je dis que j'ai tort, mais c'est pas... Voilà, il y a personne qui est devin, c'est juste histoire de se mouiller. Donc, là, moi, je vous l'ai dit, pour moi, on a déjà touché le fond. Maintenant, on peut revenir au maximum, au plus bas, dans les 56K, si vraiment on veut gratter profond. Mais revenir aux 50, voire 40K, j'y crois pas. Mais là, pour moi, on va se stabiliser. Et pour moi, on va même maintenant que monter à partir de maintenant. J'ai fait des vidéos pour ça. Donc pour moi, c'est que ça. À chacun de se faire son avis. Donc voilà, pour moi, voilà, on a rebondi là parfaitement sur une trendline ici. Et maintenant, ce qui nous attend, c'est la flèche en haut là. C'est que de la hausse là. Pour moi, c'est le... Voilà, on a touché la zone du bas. La pattern du bas là, ça y est. Et maintenant, allez, en termes de prix, on est aux alentours des 60 000, je pense. On va voir ça. Je sais plus, on est à combien exactement. On est à 60 000 piles. On peut, oui, revenir à 58, 56K pour moi, avec la volatilité là. Mais globalement, on a fait le plus dur. Mais là, pour moi, maintenant, ça va se stabiliser. On va avoir que de la hausse à partir d'ici. C'est ce que je répète depuis. Donc voilà pour le Bitcoin. Pour l'Ethereum, un petit tour rapidement sur Ethereum. L'approbation, on avait annoncé, j'avais même fait une vidéo, annoncé une date du 4 juillet. Mais apparemment, la SEC a pris du retard là. Donc, Eric Bachunas, là, le célèbre analyste de Bloomberg, qui est très précis, hein, et qui a souvent les bonnes informations, bah, lui, il repousse sa prévision du 4 au 8 juillet. Bon, on n'est pas à quelques jours près, hein. Voilà, 4 ou 8, c'est 4 jours de plus. Mais parce que, en fait, la SEC a pris plus de temps que prévu pour effectuer des retours cette semaine. Par rapport en fait, à la demande, là, au deuxième formulaire que les émetteurs ont déposé. Et donc, comme on a les vacances là, de la semaine prochaine qui pourraient impacter le processus qui reprendrait son cours après le 8 juillet. Donc, en fait, comme on a des vacances scolaires, tout ça, eh bien, Eric Balchunas, ici, alors, Eric Balchunas, voilà, a déclaré que, voilà, ça, c'est son tweet. Voilà, malheureusement, je pense que nous allons devoir repousser, voilà, à cause des vacances, à cause de choses comme ça. Bon, ça va être au-delà du 8 juillet. Bon, on n'est plus à quelques jours près. De toute façon, là, on est le 30 juin. Voilà, d'ici, on est dimanche là. Demain, on passera au 1er ou le 1er juillet, je pense. Mais voilà, dans le courant de la semaine, là, on passe début juillet. On n'est pas à une semaine près. On est prêt à attendre une semaine de plus. C'est pas grave. Voilà. En tout cas, voilà par rapport à ça. Et malheureusement, des mauvaises nouvelles concernant la SEC qui continue d'attaquer et de poursuivre en justice. La SEC qui poursuit ici avec la... Ouais, vous avez la notice ici. Qui poursuit Consensus pour avoir opéré en tant que courtier en valeur mobilière non enregistrée via MetaMask. Donc MetaMask, c'est le produit de Consensus. Consensus, c'est une énorme entreprise. Derrière Consensus, c'est eux, hein, qui sont derrière un peu Ethereum, tout ça, la création d'Ethereum. Le patron de Consensus, c'est Joseph Lubin. Joseph Lubin, c'est un co-créateur d'Ethereum, hein. Il a cofondé Ethereum avec Vitalik Buterin et Charles Hoskinson et tout ça. Et Gavin Wood et tout. Et donc, Consensus... voilà, qui gère, hein, le portefeuille MetaMask. Hein. MetaMask, le CEP portefeuille, là, pour vous donner accès à l'écosystème d'Ethereum.
si vous voulez utiliser les applications décentralisées de l'écosystème Ethereum, eh bien c'est à travers surtout MetaMask, c'est la porte d'entrée, on va dire. Et c'est Consensus qui a créé ce portefeuille. Et donc là, voilà, la SEC qui attaque Consensus à l'origine, et ils disent que voilà, c'est à cause des problèmes de stacking là, comme Consensus a proposé du stacking à travers le portefeuille MetaMask, et bien voilà, la SEC ne veut pas entendre d'histoire de stacking, et ils considèrent que le stacking ça fait partie de, c'est une securities en fait. Donc voilà, c'est pour ça que les émetteurs en ETF ont supprimé le stacking pour l'approbation des ETF Ethereum. Ils ont supprimé tout ce qui était lié au stacking. Donc voilà. Parce que le stacking, c'est un business en vrai. Et là, il y a moyen de rémunérer tout ça. Bon, c'est compliqué, on va pas revenir sur ça. Mais voilà. En tout cas, la SEC allègue aussi que les programmes de stacking, justement, comme la SEC s'attaque directement au stacking, bah, tous les protocoles qui proposent du stacking, et les leaders là, des projets là, qui proposent du stacking, c'est Lido et Rocket Pool. C'est les deux protocoles phares de l'écosystème Ethereum là, qui vous proposent le stacking. Le stacking, je rappelle, juste pour vulgariser un peu, en fait, vous avez les blockchains qui ont un consensus appelé Proof of Stake. En fait, le Proof of Stake, c'est le fait de stacker vos cryptos. En fait, vous allez les cryptos, tout ça, c'est virtuel. Mais en fait, vous allez posséder des cryptos qui ont une valeur réelle. Mais ces cryptos-là, qui sont virtuels, mais qui ont une valeur réelle, en votre possession, vous allez pouvoir les déléguer à des validateurs. Tout ça se fait de manière virtuelle. Mais les validateurs vont récupérer vos cryptos en échange en fait, ces cryptos qui ont une valeur réelle, en fait, vous allez les prêter, vous allez déléguer vos propres cryptos, c'est-à-dire que vous allez les stacker. C'est ça le terme stacking. Vous allez pouvoir déléguer vos cryptos à des validateurs, aux validateurs du réseau de la blockchain en question. Et en fait, ces validateurs vont contribuer à la sécurité du réseau, tout en étant rémunérés grâce aux cryptos que vous avez bloqués, en fait, contre une rémunération, en fait. Et donc, ça s'appelle du stacking. Et là, voilà. Là, pour que vous puissiez stacker et donc mettre vos cryptos en garantie pour toucher des rémunérations, pour contribuer à la sécurité du réseau, eh bien, vous avez des protocoles comme Lido et Rocket Pool. Et eux, en fait, la SEC considère que ces deux projets constituent des securities. Et donc là, ça pose un peu un problème. Bon, en tout cas, ces projets sont indépendants d'Ethereum. C'est pour ça que Ethereum va être accepté en tant que marchandise et exclu de ça maintenant Ethereum. Mais les protocoles qui sont dans l'écosystème Ethereum, comme Lido et Rocket Pool, sont pour l'instant, d'après la SEC, considérés comme des securities. Donc voilà, le combat continue face à la SEC. Et ça, justement, je voulais vous faire un point par rapport à ça. C'est que si on prend du recul sur le marché crypto, en fait, on n'est encore que en phase de réglementation, de régulation, en fait. Et bon, il y a toujours de la peur par rapport à la SEC, tout ça. Et vous voyez, là, la peur sur les cryptos est de retour, un peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, bon, quand on prend du recul, en fait, on voit que la cryptographie n'est pas prête. Les gens n'utilisent pas encore. On est en phase seulement d'adoption. Donc, c'est pas là où il faut normalement être investi si on veut vraiment profiter de manière générale. Bon, vous savez que la volatilité et la puissance en termes de retour des cryptos est forte, mais de manière générale, en termes de valeur à apporter, c'est pas encore le moment pour les cryptos. Par contre, là, la peur dit que c'est le moment d'accumuler parce que dans l'investissement, c'est quand il y a de la peur sur le marché qu'il faut acheter et quand il y a de l'euphorie qu'il faut sortir. Donc, bon, comme il y a de la peur là, c'est le moment d'accumuler, c'est le moment de faire ses courses. Et de manière générale, il est peut-être même recommandé, c'est pas un conseil en investissement, parce que je reçois beaucoup de commentaires là, voilà, là en ce moment là, ça y va là, les commentaires là, entre guillemets haters. Je pensais pas avoir autant de commentaires aussi rapides de personnes qui critiquent ou voilà, voilà. Mais ça arrive déjà, bon, ça veut dire que je suis sur le bon chemin, bon, c'est tant mieux. Mais en tout cas, je conseille pas moi en investissement et j'ai rien à vendre. Moi, c'est juste c'est du divertissement ma vidéo. Je donne mon avis, je partage des informations, je donne mon avis, je le rappelle, voilà. Mais là, c'est
il est apparemment recommandé, c'est pas un conseil en investissement, mais il est apparemment recommandé d'injecter avant la deuxième partie du bull run. Parce que quand on prend du recul, et quand on regarde les cycles, on a fait une première partie de la hausse, mais il nous reste la deuxième partie et les 2 années de hausse, là, 2024 et 2025, avant voilà, le plus haut du bull run en fin 2025. Et donc, là, apparemment, la peur est revenue. C'est le moment d'acheter et d'accumuler des cryptos. Et pas quand le marché va exploser et aller au 100K et que tout le monde va être euphorique. Donc, bon, maintenant, comme je répète une dernière fois, là, la crypto va pas apporter la plus grosse valeur maintenant. Là, c'est que de la spéculation, tout ça. Personne n'est sur les cryptos, hein. Quand je dis personne, c'est de manière au niveau mondial. Les gens en France même me posent la question encore, est-ce que les cryptos, c'est réel ou c'est un fake? Voilà, les gens ne connaissent même pas encore. Oui, les gens connaissent à peine, entendent Bitcoin, Ethereum, voilà. Mais on est encore loin de l'adoption massive. Donc, c'est pour vous dire qu'on a le temps, en fait. Donc, c'est pour ça que les cryptos doivent représenter une petite partie du portefeuille. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, il va falloir... c'est là qu'il faut accumuler et acheter plus que jamais avant que ça explose. Mais voilà. Pour le moment, on a le temps sur la crypto. Donc, pas de FOMO, pas de précipitation. Ça va bien se passer. Vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, on a aussi des bonnes nouvelles, hein, parce que non seulement les ETF Ethereum sont bientôt... on est à une semaine que ce soit quasiment validé et que ça va être approuvé. Ça peut donner un nouvel élan au marché crypto. Mais là, on a déjà 2 demandes d'ETF Solana Spot. Donc là, même Solana, et peut-être finalement, je me demandais qui serait le suivant. J'hésitais, qui était le projet le plus puissant peut-être entre Solana et Chainlink, voire Ripple. Là, ça y est, le marché commence à faire son choix. C'est Solana, le troisième acteur du marché. Après Bitcoin, Ethereum, là, maintenant, la demande des ETF Solana Spot est en pleine spéculation, est en pleine hype. Et là, on a une deuxième demande. Ici, c'est 21 Share qui demande. Après Van Eck avant-hier. Donc voilà. Et je pense que de plus en plus d'acteurs, on va voir BlackRock et d'autres, Fidelity, qui vont faire des demandes de Solana. Et attention, ça pourrait aller très vite, hein, parce que Solana, c'est un peu comme Ethereum. Dans la foulée d'Ethereum, je vois pas, si la SEC approuve Ethereum, je vois pas pourquoi il n'approuverait pas Solana. Et Solana, c'est la même chose, quasiment. C'est 2 plateformes de smart contract comme Ethereum. Donc voilà, dans la foulée, ça pourrait aller très vite. Donc, Solana qui, justement, avec l'arrivée d'un ETF spot Solana, le prix du sol pourrait atteindre les 1300 $. C'est énorme. Sachant que, on va aller voir là le prix du sol. Donc je sais pas où il en est. Je vais mettre le sol ici. Voilà, Solana. Et le prix du sol est à 140 $. Et là, on parle d'un prix de Solana à 1300 $. 1300, ça serait quasiment un x9, x10. Vous voyez? Donc, je ne sais pas, hein, si ça va se passer. Mais là, voilà, c'est les spéculations qui disent que Solana, ça pourrait faire un x9, x10. C'est énorme. Donc, c'est une occasion en or d'accumuler, peut-être de se mettre sur Solana. Donc, moi, j'y suis et je vais même renforcer là, sur Solana. Ça pourrait aller très vite. Donc, voilà. Maintenant, Avalanche, un autre acteur, une autre blockchain un peu moins dans la lumière, mais certains disent que Avalanche pourrait surpasser Solana, selon Sentiment. Sentiment qui est un site d'analyse de crypto, Et là, ils disent que malgré l'engouement pour Solana, l'analyse Sentiment prédit une croissance plus forte pour Avalanche. Donc, croissance plus forte, peut-être que oui, parce que Avalanche est plus petit en capitalisation. Maintenant, ce que Avalanche pourrait surpasser Solana, ça j'y crois moins. Avalanche, je me demande toujours encore, même si ça va pas s'estomper et ça va pas flopper ce projet-là. Avalanche, qui a son propre consensus, un consensus qui est très bien réfléchi aussi, hein. Mais Avalanche, je vois peut-être une occasion sur Avalanche par rapport au gaming, tout ça. Pourrait être la blockchain gaming, mais même sur ça, Solana a quand même des gros projets gaming, donc je sais pas. Moi, je pense pas. Après, c'est que mon avis, c'est mon humble avis par rapport à The Sentiment, qui est un site qui est très regardé, très respecté. Donc, à chacun, même en commentaire, dites-moi. Mais moi, j'ai pas le sentiment quand j'entends les actualités, voilà, autour. Voilà, Avalanche, bonne blockchain.
très correcte. Ah bah, voilà, c'est une blockchain divisée en trois, hein. Vous avez la C-chain, la X-chain et la P-chain. Voilà, c'est divisé. Donc c'est un consensus qui est assez original, mais Avalanche n'est pas tellement utilisé, malgré qu'il soit EVM compatible, donc compatible avec l'écosystème Ethereum, tout ça. Mais voilà, j'ai des doutes. Par contre, ça peut monter plus vite en termes de croissance, puisque la capitalisation est plus petite, oui. Donc voilà, encore deux dernières actualités, à savoir, parce qu'on parlait de l'Europe tout à l'heure, à savoir que la réglementation, là, les règles relatives aux stablecoins sur le marché des cryptos de l'Union européenne entrent en vigueur le 30 juin. Donc aujourd'hui, les règles là, concernant les stablecoins entrent en vigueur. Donc elles interdisent par exemple aux stablecoins d'avoir plus d'1 million de transactions quotidiennes qui paient des biens ou des services réglés hors et on-chain. Donc voilà, bon. Voilà, il y a des choses pour essayer d'encadrer les stablecoins en Europe. Et ça rentre en vigueur aujourd'hui. Donc apparemment, ce qui est important, hein, faut le noter, Tether et Circle, les deux plus gros stablecoins du marché, c'est des stablecoins qui sont plutôt stablecoins américains, hein, avec l'USDT, l'USDC. Voilà, et ces deux stablecoins, c'est un succès, hein, voilà. Et bah apparemment, et d'autres émetteurs n'ont donc techniquement plus qu'1 jour pour obtenir une licence en Europe pour opérer. Et donc Tether et Circle ont déclaré vouloir avancer dans le respect des règles imposées par Mika. Donc voilà, ils ont plus qu'1 jour, hein, pour être en règle. Sinon, en Europe, ça passera plus, leur technique. Donc ils doivent se conformer aux règles européennes. Et donc, dernière actualité, et on en reste là. Déjà 40 minutes de vidéo encore une fois. Plus de 700, et ça c'est quelque chose qu'il faut surveiller, c'est le déblocage du nombre des tokens en fait en circulation. Chaque projet crypto a sa propre crypto. Il faut surveiller la crypto en question, puisque en fait, vous savez, les cryptos, en fait, c'est plusieurs cryptos, hein, c'est des tokens fongibles, vous pouvez en avoir plusieurs, et en fait, vous pouvez amener un nombre, en fait, vous avez un nombre de jetons, de cryptos en circulation par rapport à chaque projet, et là, quand on a des déblocages, ça met des pressions à la baisse. En fait, plus il y a des cryptos en circulation d'un même projet, et plus ça met une pression à la baisse sur son prix. Et donc, attention, là, on va avoir une période de déblocage massif de crypto. Des projets là comme Altlayer, XIA, Aptos, Arbitrum, Optimist, Sui, Immutable X, Starknet. Donc là, on voit bien que clairement, c'est l'écosystème Ethereum. Bah, là, ces cryptos-là vont avoir un énorme déblocage de crypto dans de leur propre crypto. Et donc, ça va entraîner une pression à la baisse. Donc, ces cryptos-là pourraient baisser suite à de nouveaux cryptos propres à eux en circulation. Donc voilà, attention à ça en tout cas, surveillez. Et ceux qui ont ces cryptos-là, faites attention, ça pourrait chuter pour ceux qui trade, tout ça. Donc voilà pour cette vidéo, on en reste là. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée par rapport à l'heure où vous verrez cette vidéo. Voilà, on reste en contact pour d'autres actualités. Bon dimanche à tous, bon week-end en tout cas. Et force à nous, hein. Allez voter, faites ce que vous avez à faire. Et on se retrouve pour d'autres actualités. Force à nous, hein. Allez, à plus.